Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast géographique. Aujourd'hui, nous allons parler de ville et de commerce. En effet, les deux sont liés et le commerce dans la ville a évolué avec le temps comme a évolué la ville. Et donc, ça va être ça, on va parler des rues, des places, des grandes surfaces, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, Henri Pirenne disait que le commerce fait la ville. Autre chose quand même, c'est que le commerce et la ville ont toujours été ensemble et que la ville a été faite par les marchands. On possède une rue, un endroit où on localise le commerce, c'est la tâche la plus ancienne de la géographie urbaine. On a l'agora grecque, le forum romain, lieu d'échange politique en plein milieu du centre-ville. La localisation de départ est au cœur de la ville. Au Moyen-Âge, ça se déplace au faubourg, aux périphéries. Mais avec l'agrandissement, c'est absorbé. Donc les rues et places commerçantes. Les boutiques dans la grande rue. En Alsace, ça s'appelle la Landstrasse. En Europe, les dérivés de grande rue, ce qu'on appelle un odonyme, c'est le nom de rue. Et ben, c'est le plus fréquent. En France, 4000 communes ont une grande rue. 10% des communes. Dans les pays anglophones, on appelle ça une Main Street. Et en Allemagne, on retrouve cette idée de grande rue commerciale. C'est vraiment une idée récurrente. En Afrique, on n'a pas trop ça. Je me rappelle qu'à Palimé, le commerce était assez concentré tout le long de l'axe principal déjà. Et il y avait la place du marché qui avait une énorme importance avec le quartier musulman, avec tous les commerces, parce que les musulmans se chargent du commerce. Très bon souvenir, et pas que du commerce. Ils font aussi des petites brochettes de chèvre. Je vous le conseille. Donc, tout cela pour revenir un peu à notre idée. Il y a toujours un marché qui est hebdomadaire ou bi-hebdomadaire avec un endroit spécialisé. On va construire des bâtiments durs, on va construire des halls, on va construire ce qu'il faut pour accueillir le marché. Et ça, dès le Moyen-Âge. Dans le monde arabe, c'est pareil. On a le bazar et le souk. On a les halles de Paris construites par Napoléon III qui ont été détruites et remplacées par le Forum des Halles, qui a été elle aussi détruite et remplacée par la Canopée. À ce que j'ai lu, c'est pas foncièrement le truc qui a eu le plus de succès. Mais bon, on va dire que voilà. Paris, c'est spécialisé les halles de Paris. Je vous conseille le livre d'Émile Zola, Le ventre de Paris, qui en parle assez bien. Parce que bon, Émile Zola, voilà, on est au-dessus de tout là. Mais les halles, il reste un bâtiment, le pavillon Baltard. Pour les plus anciens, c'est là où est enregistrée la Nouvelle Star. Donc voilà, il y a aussi la braderie, chose très importante. La plus grosse se trouve à Lille. Il y a les foires. Alors là, les foires, ça a été vraiment un temps important dans l'histoire du commerce dans les villes. Les foires de Flandre, d'Ypres, de Bruges, ça se relaye dans l'année, c'est étalé dans le temps. Les foires de Champagne, grand événement, 30 jours, voilà quoi, ça reste encore aujourd'hui, mais ça reste plus des foires exceptionnelles comme la foire gastronomique de Dijon. Donc la version commerciale, la nécessité urbaine, c'est s'approvisionner en biens rares. C'est pour ça qu'il y a des foires. Ouais, si c'est pour acheter je vais pas dire des tomates parce que au Moyen-Âge ça n'existe pas, mais des haricots, on n'en a rien à faire, les voisins produisent des haricots. Par exemple, les petits soieries de Chine, ça se voit pas, ça se voit pas tous les jours. C'est pas comme aujourd'hui avec les supertankers. Non. Là, on a vraiment des produits rares qui viennent d'Orient, de Chine, d'Afrique et tout ça. Et donc les foires permettent vraiment de faire circuler des choses qui sont rares. Après, on va avoir les grands magasins au 19e siècle. Le premier, le Bon Marché, d'Aristide Boucicaut, avec des plans de Gustave Eiffel. Localisation en centre-ville, facile d'accès. Alors là, si je peux vous conseiller un livre, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Toujours un Roucon-Macquart. Alors là, t'as pas besoin de DeLorean, tu voyages. Mais vraiment, tu voyages dans le passé, tu as l'impression d'être dans ce grand magasin, de toucher les étoffes de soie, tu sens les odeurs, les images te viennent à l'esprit. Donc, pour en revenir à notre Bon Marché, notre Bon Marché, l'architecture est innovante, très innovante, avec un grand magasin, beaucoup de lumière, on a des nouveaux matériaux, on a une nouvelle organisation, ça donne un standing, c'est pour la haute bourgeoisie, des produits de toutes sortes, il y a moins de nourriture mais plus de
de la mode, vraiment des trucs à vraiment... Ça va faire évoluer le commerce, hein. Là, les pauvres vont au marché, là tu vas dans le grand magasin, t'achètes les belles robes et tout. C'est là où il y a un peu toute la haute société qui s'y rend. Et il n'y a pas qu'à Paris, ça s'est développé dans toutes les villes de France. Mais cette forme-là va être mise en concurrence par les grandes surfaces. Il va y avoir une grande rupture après la Deuxième Guerre mondiale. En effet, le centre-ville et le commerce qui ont toujours été liés dans l'histoire, il va y avoir une séparation, hein, littéralement. Hein, le commerce va quitter le centre-ville avec le libre service, déjà possible dans les grands magasins. Il va y avoir une nouvelle génération de magasins, les supermarchés. Le premier est en 1957. Alors, quand on parle de supermarché, c'est entre 400 et 2500 mètres carrés. Ça a été importé des États-Unis, hein, et on cherche à s'agrandir, on privilégie une localisation en périphérie. Car au centre-ville, c'est restreint. Va trouver 2500 mètres carrés en centre-ville, je te souhaite bonne chance. Succédé par l'hypermarché. Alors là, on dépasse les 2500 mètres carrés. C'est ouvert dans les années 60 dans les quartiers périphériques de Paris, hein, dans la banlieue, avec un parking sur l'accès à l'auto, des pompes à essence et des caddies. Enfin, l'utilité du caddie, c'est de relier le magasin et la voiture avec des logiques différentes. Et ça se marie bien en périph', hein. Hein, on fait une nouvelle forme de commerce. Alors, c'est perçu positivement au départ. C'est nickel, ça va permettre d'équilibrer les commerces avec le centre-ville. En plus, il y a plus de place dans les centres-villes. Tout le monde va y gagner, tout va bien dans le meilleur des mondes. Puis, quelques années plus tard, l'euphorie est finie. On se réveille avec une gueule de bois, hein, et on remarque que ça a bouffé les centres-villes. Hein. C'est 35% moins cher. Il n'y a plus rien. Les centres-villes sont morts. C'est un bilan mitigé. Il y a des mesures qui sont prises pour limiter la localisation et le nombre des grandes surfaces. Aujourd'hui, la mode, c'est le showroom. Qu'est-ce que le showroom? En gros, c'est Ikea. Hein, on va prendre l'exemple d'Ikea. Alors, au mieux d'aller en périphérie, aller acheter ta commode et aller t'engueuler avec ta femme dans le magasin Ikea pour savoir quelle commode, la schmishmareuse et la truc machin. Tu vas dans un showroom, tu regardes un bouquin, tu regardes des tablettes, enfin tu regardes un catalogue et tu t'engueules devant ce catalogue dans un showroom avec ta femme ou ton mari. Car oui, en effet, si chez Ikea tu t'engueules pas avec ton compagnon, c'est que tu as raté ta vie. Désolé de te l'annoncer comme ça. Donc ça permet de limiter un énorme problème. On n'a plus besoin de très grandes surfaces, vu qu'il n'y a pas de stock, vu que c'est juste un showroom, vu qu'il y a juste des catalogues et des tablettes. Tu réduis les surfaces, tu peux remettre le commerce en centre-ville. Donc, je vais vous faire une petite comparaison avec l'industrie qui a fait de même. Elle est née en centre-ville, elle a quitté pour les périphéries, mais elle ne va pas y revenir, vous inquiétez pas, hein, parce qu'on a implanté ça en ville pour concentrer la production, ainsi que ses ouvriers qui habitent pas trop loin. Hein. C'est des ateliers de manufacture, et après la Deuxième Guerre mondiale, on a déplacé ça en périphérie, dans des espaces plus vastes et plus pratiques. C'est mieux pour la logistique, la livraison, les poids lourds, on va manœuvrer un poids lourd en centre-ville, et c'est intéressant pour les villes car c'est plus facile de sécuriser les activités dangereuses. En effet, si une usine venait à exploser au centre de la ville, vous imaginez pas les dégâts. Alors que si ça pète en périph', c'est dommage, hein, faut pas que ça pète, mais les dégâts vont être moindres dans le sens où, il y a des vitres pétées, mais ça reste en périphérie. Hein. Vous imaginez une explosion comme AZF en 2001, elle se serait produite en plein milieu d'une ville, c'était une catastrophe sans nom. Déjà que ça a été une très grosse catastrophe, qui a eu des morts et énormément de problèmes, alors là... on finit vraiment sur quelque chose d'extrêmement dramatique. Hein. Y a aussi l'exemple des usines Renault à Bouillon-Billancourt qui étaient sur une île, puis après qui ont été relocalisées en périphérie. Voilà. Donc c'est assez intéressant de comparer les deux, parce que les deux ont un destin commun. Les deux, que ce soit le commerce ou l'industrie, sont nés en ville, et les deux se sont barrés des centres-villes. En conclusion... commerce et ville forment un couple depuis des siècles. Une relation ombrageuse qui a évolué avec le temps. Même si, après la Deuxième Guerre mondiale, la ville s'est un petit peu éloignée du commerce avec la mise en périphérie. Mais cette séparation a été de courte durée et ils se sont vite rendus compte que ville et commerce doivent rester liés et ensemble. On le voit avec l'importation des showrooms. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ciao!